Bonjour à tous et bienvenue dans cette première playlist de formation sur la sécurité des applications web, la sécurité avancée. Je suis Caleb, analyste en cybersécurité et je suis ravi de vous présenter ce premier module. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter de la théorie derrière les vulnérabilités d'ingestion SQL. Donc, pour chaque module, nous utiliserons une playlist différente pour ce module-là. Donc, il y aura des modules qui vont porter sur d'autres types de vulnérabilités, le ICSS, ainsi de suite. Donc, si vous avez des préoccupations, je vais créer un canal. Si vous avez souvent des préoccupations, je vais créer un canal de communication sur un réseau, un serveur Discord. J'avoue que je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la question, où chacun pourra poser ses questions tout au long de la formation. Et on va essayer d'apporter des propositions de réponse à cela. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au plan par rapport à l'ingestion SQL. Donc, nous allons commencer par décrire ce que c'est qu'une vulnérabilité des gestions SQL, ainsi que les aspects techniques et les détails qui entourent cette catégorie de vulnérabilité-là. Ensuite, nous verrons comment identifier les vulnérabilités des gestions SQL, tant du point de vue d'une boîte blanche ou d'une boîte noire. Donc, si on vous donne une application et peut-être même que vous avez le code source de l'application, comment est-ce que vous allez procéder pour pouvoir tester l'application afin de déterminer si elle est vulnérable à l'ingestion SQL? Dans la troisième session, nous explorerons comment nous pouvons exploiter les vulnérabilités d'ingestion SQL. Imaginez que vous testez une application et que vous découvrez un vecteur d'entrée ou que l'un des paramètres de l'application est potentiellement vulnérable à l'ingestion SQL. Dans ce cas, comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité pour accéder à des informations sensibles ou même obtenir l'exécution du code à distance sur le serveur? Enfin et surtout, maintenant que vous avez trouvé une vulnérabilité d'ingestion SQL et puis exploiter avec succès cette vulnérabilité, quelles recommandations que vous pourriez faire par exemple pour clients pour pouvoir remédier à cette vulnérabilité que vous avez identifiée? Donc, dans cette session-là, nous allons aborder les différentes techniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir prévenir les vulnérabilités de type ingestion SQL. Donc, on va commencer par la première session. Qu'est-ce qu'une vulnérabilité d'ingestion SQL? L'ingestion SQL est une vulnérabilité qui se produit lorsqu'un attaquant intercepte et modifie les requêtes SQL qu'une application envoie à une base de données. Cela permet d'avoir un accès non autorisé ou de manipuler les données. Donc, si par exemple, en tant qu'attaquant, vous parvenez à interagir avec l'application et à modifier les requêtes SQL en ajoutant des caractères ou du code SQL dans un vecteur d'entrée d'une application, alors vous pouvez automatiquement en déduire que cette application est vulnérable à l'ingestion SQL. Donc, pour mieux comprendre ce que cette vulnérabilité, on va prendre un exemple. Imaginez par exemple, on a un serveur web, nous avons également un attaquant et puis nous avons une base de données. Sur ce serveur web, nous avons une application sur laquelle nous avons également un portail de connexion où pour pouvoir se connecter, l'utilisateur doit entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc, une fois que par exemple un utilisateur entre le nom d'utilisateur et le mot de passe, une requête sera effectuée dans la base de données pour pouvoir vérifier si les informations sont correctes. Donc, si c'est le cas, l'utilisateur va accéder à sa page de profil. En revanche, si l'utilisateur saisit des informations incorrectes, un message d'erreur lui sera affiché en lui indiquant que ces informations sont correctes et erronées. Dans ce scénario, nous avons par exemple deux vecteurs d'entrée.
nous avons deux champs. Le champ nom utilisateur et le champ mot de passe. Donc, par exemple, ces informations sont souvent utilisées dans une requête de la base de données. Il est essentiel en tant qu'attaquant de tester ces vecteurs d'entrée pour pouvoir détecter une éventuelle vulnérabilité d'injection SQL et vérifier si ces entrées sont validées d'une manière ou une autre. Donc, voyons par exemple ce qu'un attaquant pourrait faire. Dans ce cas du schéma que je vous ai représenté ici, l'attaquant pourrait saisir dans le champ utilisateur le mot admin pour le compte qu'il souhaite compromettre. Ensuite, il pourrait également ajouter quelques caractères SQL après le nom d'utilisateur, comme un apostrophe suivi de 2 tirets qui représente un commentaire en SQL. Ce qui se passe alors, c'est que le nom d'utilisateur sera inclus dans une requête. Au niveau du backend, la requête pourrait ressembler au select étoile from user where username est égal à admin apostrophe apostrophe and password est égal au mot de passe qu'il aurait entré. Donc, en gros, qu'est-ce que nous ferons là? La requête simplement veut dire nous voulons sélectionner les utilisateurs de la table user ou le mode ou pour la colonne username. Nous avons par exemple le champ admin qui se retrouve dans cette colonne. Donc, c'est un peu comme ça que cette requête sera lancée. Donc, le nom d'utilisateur utilisé dans la requête est celui de l'administrateur, suivi de 2 tirets. Donc, si il n'existe pas un utilisateur avec ce nom, l'attaquant va recevoir un message d'erreur. Maintenant, dans le cas où l'utilisateur admin existerait dans la base de données, la requête sera exécutée envers la base de données. Et cela si et seulement si, par exemple, notre application ne vérifie pas les caractères qui sont entrés, ne valide pas les saisies. Donc, au niveau de la base de données va renvoyer le profil utilisateur administrateur et l'attaquant pourra se connecter en tant qu'administrateur. Parlons maintenant des impacts des attaques par injection SQL. Certaines vulnérabilités d'injection SQL ne vont vous permettre uniquement d'afficher des données, tandis que d'autres, par exemple, vous permettront de modifier réellement des données dans la base de données plutôt que de numérer, par exemple, le nombre infini de choses que vous pouvez faire. J'ai voulu catégoriser ces vulnérabilités-là en de grandes catégories. Tout d'abord, nous avons ces impacts plutôt en de grandes catégories d'impact. Tout d'abord, nous avons la confidentialité. En ce qui concerne la confidentialité, les attaques par injection SQL peuvent être utilisées pour pouvoir afficher les informations sensibles telles que le nom de l'utilisateur, le mot de passe AC, le genre, les préférences des utilisateurs. Donc, cela porte atteinte à la confidentialité des données. Nous avons également l'intégrité parce que grâce aux injections SQL, nous pouvons par exemple modifier les données de la base de données. Également la disponibilité, lorsque par exemple un attaquant supprime les données de la base de données par l'injection SQL, ces données ne seront plus disponibles. Donc, dans d'autres cas également, les attaques par injection SQL peuvent amener à de l'exécution de code à distance sur le système d'exploitation serveur. Le tableau suivant présente le top 10 des risques de sécurité des applications web selon l'OWASP. L'OWASP est une communauté en ligne pour Open Web Application Security Project qui est vraiment dédié à l'amélioration de la sécurité des logiciels. Donc, ils ont un projet qui est le Top 10 OWASP qui recense les risques de sécurité les plus critiques pour les applications web. Donc,
de ce tableau, par exemple, on peut remarquer qu'en 2013, en 2017 et je pense en 2010, l'injection SQL était en première position. Mais en 2021, l'injection SQL s'est retrouvée en troisième position. Bien qu'elle ne soit plus en première position, elle reste quand même une menace très importante au niveau des applications web, une menace à vraiment prendre en considération. Nous allons maintenant aborder les différents types d'injection SQL qui peuvent être classés en trois grandes catégories. Nous avons les injections intra-band ou in-band en anglais. Nous avons les injections aveugles ou titres inférentiels souvent. Nous avons les injections hors-band. Donc, lorsqu'on par exemple, on prend les injections intra-band, nous avons, bon, c'est beaucoup plus des types de vulnérabilité où l'attaquant utilise le même canal de communication pour pouvoir lancer l'attaque et recueillir les résultats. Bon, si cela ne vous semble pas très clair pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Je vais beaucoup plus expliquer chaque type en détail dans les diaspos suivantes. Donc, pour l'instant, on va juste parler d'aperçu général. Donc, l'injection SQL intra-band est divisée en deux types d'injection. Nous avons l'injection SQL basée sur les erreurs et l'injection SQL basée sur les unions. Donc, si on prend l'injection SQL basée sur les erreurs, c'est beaucoup plus une technique qui consiste à forcer la base de données à générer une erreur. Donc, ce qui va nous fournir des informations sur le fonctionnement interne de l'application. Par exemple, si un paramètre est vulnérable à une injection SQL et que vous introduisez une apostrophe, cela peut interrompre la requête en arrière-plan et générer une erreur au niveau de l'application. Donc, cette erreur, par exemple, peut nous révéler en tant qu'attaquant des informations telles que le type et la version de la base de données qui est utilisée, la requête SQL exacte qui est utilisée en arrière-plan. Donc, cela va vraiment nous simplifier le processus d'exploitation car vous n'aurez pas besoin de deviner la requête à travers des essais et des erreurs. Au niveau de l'ingestion SQL basée sur les unions, ici c'est beaucoup plus une technique qui exploite l'opérateur union pour pouvoir combiner les résultats des deux requêtes en un seul ensemble de résultats. Donc avec cette technique, on ne se limite plus à afficher les résultats de la requête d'origine. On peut généralement générer les résultats d'une requête, par exemple de notre choix, avec le caractère union. Donc, si on peut par exemple donner une situation, donc on peut vouloir récupérer les noms utilisateurs et les mots de passe des utilisateurs en utilisant l'opérateur union. Donc, l'ingestion SQL aveugle ou référentielle. Dans ce type de vulnérabilité, il n'y a pas de transfert réel de données vers l'application web. Vous ne voyez pas donc les résultats directement dans l'application. À la place, vous devez poser des questions indirectes en utilisant un proxy, comme dans les injections basées sur les booléens. Donc, les injections basées sur les booléens et les injections basées sur le temps sont des sous-types des injections inférentielles ou aveugles. Donc, à part cela, nous avons également l'ingestion SQL hors-band. Donc, cette troisième catégorie d'ingestion SQL se produit généralement lorsque l'attaquant ne peut pas utiliser le même canal pour lancer l'attaque et recueillir les résultats. Donc, cela dépend généralement aussi de la capacité de l'application à établir une connexion au réseau comme une requête DNS ou HTTP pour fournir des données à un attaquant. Certaines ressources en ligne regroupent
ce type d'ingestion avec les ingestions inférentielles ou aveugles. Bon, c'est une approche valable. Cependant, pour moi, la plupart des références les séparent en trois. D'abord, en tout cas, ce que j'ai remarqué, en trois catégories distinctes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les aborder généralement en trois catégories. Donc, nous allons approfondir chaque type d'ingestion en commençant par l'ingestion SQL intrabande. Donc, nous avons déjà abordé les vulnérabilités des gestions intrabande. Maintenant, bon, pour le dire simplement, si vous exploitez par exemple une vulnérabilité d'ingestion en envoyant une charge utile SQL, un payload, dans l'un des champs d'une application et que vous voyez ensuite le résultat de cette charge utile directement affiché dans l'application, cela relève de la catégorie d'ingestion SQL inbound. Donc, je prends l'exemple simplement que nous avons un navigateur web, un site e-commerce sur lequel, par exemple, au niveau de la recherche, du champ qui recherche les produits. Donc, pour ce champ, la méthode utilisée, c'est beaucoup plus généralement du get et non du post. Donc, par exemple, imaginons que vous arrivez à entrer un payload au niveau de la requête et que vous avez automatiquement le résultat. Automatiquement, on sait en même temps que le type d'ingestion SQL ici, c'est de l'ingestion SQL intraband. Donc, en raison de la nature de ce type spécifique de vulnérabilité, il est généralement plus facile à exploiter que d'autres catégories. La raison est simple. Vous pouvez voir directement le résultat de votre attaque dans la réponse de l'application plutôt que d'avoir à déduire le résultat comme si c'était le cas avec une ingestion aveugle. Encore une fois, on avait déjà mentionné qu'il existait deux types d'ingestion SQL intraband ou inbound. Nous avons les injections basées sur les erreurs et les injections basées sur les unions. Bon, on va beaucoup plus détailler les injections basées sur les erreurs. L'injection SQL ou SQLi, injection basée sur les erreurs, est une technique d'injection SQL intraband qui force la base de données généralement à générer une erreur fournissant à l'attaquant des informations qui peuvent l'aider à développer la charge utile. Donc, prenons par exemple, imaginez une application, bon, www.random.com ou www.evilswebsite.com, bref, qui possède un paramètre d'ID vulnérable à une injection SQL. Dans ce cas, si vous entrez un guillemet simple dans le champ ID, ce caractère SQL sera intégré à la requête. Cela va interrompre la requête en arrière-plan et générer une erreur. Donc, ensuite, maintenant, nous avons les injections SQL basées sur l'union. L'injection SQL basée sur l'union, c'est une technique d'injection SQL en bande qui utilise l'opérateur SQL union pour pouvoir combiner les résultats de deux requêtes en un ensemble de résultats. Comme on a mentionné dans les diaspos précédentes, on ne souhaite pas ici afficher le résultat de la requête d'origine. Je veux également générer le résultat d'une autre requête de mon choix. Si l'application est vulnérable à une injection SQL basée sur l'union, alors j'ai la possibilité de créer une requête personnalisée et de la combiner avec la requête de l'application. Donc, on prend l'exemple d'un site www.random.com qui possède un champ ID vulnérable à l'injection SQL basée sur l'union. Donc, lorsque par exemple on entre l'identifiant valide, la page va afficher si ce sont des produits, tous les produits qui sont associés à ce ID là. Donc maintenant, au lieu de simplement afficher les produits associés à un ID spécifique, je pourrais souhaiter afficher les résultats d'une autre requête. Dans ce cas,
Supposons que je veux afficher par exemple les noms d'utilisateurs et les mots de passe des utilisateurs. Donc, je peux rajouter une union et ajouter d'autres commandes SQL comme union select, username, virgule password depuis la table des utilisateurs. Donc, les résultats de cette requête, par exemple, seraient affichés sans qu'aucun identifiant soit nécessaire dans le champ. Ensuite, le système va combiner ces résultats, par exemple, avec la requête d'origine et maintenant nous envoyer le nom d'utilisateur. Par exemple, ici, nous avons Carlos et nous avons son mot de passe depuis sa table. Donc, bien entendu, l'opérateur union doit respecter certaines conditions pour pouvoir fonctionner correctement. Donc, ce n'est pas aussi simple que je veux faire afficher ce que je veux dans autant de champs que je souhaite. Non, il y a des critères spécifiques à respecter et nous allons en discuter dans la session dédiée à l'exploitation dans cette vidéo. Nous allons parler de l'ingestion SQL référentielle ou aveugle. L'ingestion SQL référentielle ou aveugle, c'est une vulnérabilité d'ingestion SQL dans laquelle il n'y a pas de transfert réel des données vers l'application web. Contrairement à l'ingestion SQL en bande où nous voyons directement la sortie de l'ingestion SQL affichée de l'application, dans le cas d'une ingestion SQL aveugle, la base de données ne renvoie pas de données visibles sur la page web. Donc cela oblige l'attaquant à extraire les données en posant à la base de données une série de questions vraies ou fausses, puis à déterminer la réponse de l'application en fonction de la réponse de la réponse. L'attaquant peut conclure si une affirmation est vraie ou non. Encore une fois, cela va devenir beaucoup plus clair lorsque nous allons discuter des différents types d'ingestion SQL aveugle et que nous allons prendre des exemples plus concrets. Maintenant, il est important de noter que le fait qu'un attaquant ne puisse pas directement afficher les données de la base de données ne signifie pas qu'une application, qu'il s'agit d'une vulnérabilité inoffensive. Donc, comme nous avons mentionné dans les vulnérabilités précédentes, dans la diapositive précédente, excusez-moi, cette vulnérabilité est tout aussi dangereuse que l'ingestion SQL en bande car elle va permettre d'extraire des informations sensibles en posant une série de questions binaires. Ce type de vulnérabilité nécessite simplement un peu plus de temps, de compétences et de concentration pour pouvoir être exploité. Nous avons donc deux types d'ingestion SQL aveugle. Nous avons l'ingestion SQL basée sur les valeurs booléennes et l'ingestion SQL basée sur le temps. Parlons à présent de l'ingestion SQL basée sur les valeurs booléennes. L'ingestion SQL basée sur des booléens est une technique d'ingestion SQL aveugle qui utilise des conditions booléennes pour envoyer un ensemble de résultats différents selon que la requête aboutit à un résultat vrai ou faux. En termes simples, l'attaquant renvoie des payloads SQL qui posent des questions vraies ou fausses à la base de données. Donc, en fonction des réponses de la base de données, l'attaquant peut déduire si l'application a répondu vrai ou bien faux. Donc, cette technique est parfois appelée gestion SQL aveugle basée sur le contenu. Bon, vous verrez ces termes utilisés de manière, comment dirais, interchangeable. Prenons un exemple pour rendre cela beaucoup plus clair. Imaginez que vous avez une application accessible au random.com qui possède un paramètre ID et qui est bien évidemment vulnérable à une ingestion SQL aveugle. Dans ce cas, vous pouvez tester si le champ est vulnérable en injectant d'abord un payload que vous savez qui est faux, puis un payload
que vous savez qui est vrai. Et après ça, vous allez observer comment est-ce que l'application réagit. Si l'application répond différemment selon le payload, cela signifie qu'elle est vulnérable à une injection SQL aveugle ou inférentielle sur des valeurs booléennes. Donc, considérons la requête suivante qui s'envoie en arrière-plan. Donc, nous avons select titre from product where id égale à 1. Comme l'id égale à 1 est valide, l'application affichera le titre des produits associés à cet id. Pour forcer une fausse un faux payload, on pourrait par exemple utiliser une instruction conditionnelle, par exemple select it from product where id égale à 1 and 1 est égal à 2. On sait que 1 est égal à 2 est faux, et puis vrai et faux font faux, alors cette requête va nous renvoyer faux. Donc l'application ne va pas afficher de titre de produit pour cet ID là. Donc voyons ce qui se passe lorsque par exemple on veut forcer une affirmation vraie. Donc on va bien évidemment utiliser la même requête, mais ici avec le head égale à 1. Donc dans ce cas, la requête va devenir select titre from product where id égale à 1 and 1 égale à 1. Ici, les deux conditions sont vraies. L'id est valide et 1 est toujours égal à 1. Ainsi, l'application affichera le titre des produits associés à l'id 1. Maintenant que vous avez deux réponses différentes selon que vous vous imposez une fausse déclaration et une déclaration vraie, cela va vous permettre de déterminer si l'application indique une affirmation vraie ou une affirmation fausse. Vous vous demandez peut-être en quoi est-ce que cela est important. Comment est-ce que cela peut m'aider à exploiter une vulnérabilité d'injection SQL pour obtenir des informations sensibles à la base de données ou bien de la base de données. Pour répondre à cette question, nous allons prendre un autre cas d'utilisation. Donc, nous allons imaginer une application qui dispose d'une fonctionnalité de connexion. Cette application possède une table utilisateur dans la base de données qui contient les noms d'utilisateurs et les mots de passe qui sont hachés, les mots de passe des utilisateurs. Donc, dans ce cas, je souhaite extraire le mot de passe haché de l'administrateur. Cependant, je ne peux pas simplement l'afficher sur la page comme je le ferai avec une injection basée sur l'union. Je dois donc utiliser une injection basée sur des valeurs booléennes pour pouvoir générer cette information. Cela se fait en posant à l'application des questions vraies et des questions fausses. La manière dont je vais procéder est d'utiliser un payload spécifique qui va générer la requête appropriée. Donc, je vais utiliser la fonction substring qui extrait certains caractères d'une chaîne. Cela va prendre trois paramètres. La fonction a extrait la position de départ à l'extraction, le nombre de caractères à extraire. Dans notre cas, la chaîne à extraire est le résultat de la requête suivante. On sélectionne le mot de passe depuis la base, depuis la table utilisateur où le nom utilisateur est égal à administrateur. Donc, c'est la chaîne à extraire, c'est le résultat de cette requête-là. Donc, cette requête va afficher la chaîne de hachage correspondant au mot de passe de l'administrateur. Donc, je vais demander à extraire le premier caractère. Et je veux un seul caractère. Donc, le premier caractère de cette chaîne. Et je vais me demander maintenant, est-ce que ce premier caractère est égal à, par exemple, à S? Dans ce cas, la réponse est non, car le premier caractère est E. Cela signifie que l'affirmation est fausse. Ainsi, la clause where de la requête est évaluée à faux
et je ne verrai pas de titre sur la page de produit. Rien ne sera envoyé sur la page, ce qui signifie alors que la requête renvoyée est fausse. Parce que cela me dit que S n'est pas le premier caractère du mot haché. Maintenant, imaginons que je continue à parcourir les caractères et j'arrive à E. Je me demande alors, le premier caractère du mot haché est-il égal à, du mot de passe haché est-il égal à E? Cette fois-ci, la réponse sera oui. La requête en backend est donc évaluée à vrai. Ainsi, toute la clause where est évaluée également à vrai et le titre des produits associés à l'ID 1 sera renvoyé sur la page. Donc cela me confirmera que E est effectivement le premier caractère du mot de passe haché. Donc maintenant, vous devez avoir une idée de la manière dont on va extraire les informations de la base de données. C'est pour ça que j'ai mentionné que cela nécessite plus de compétences et plus de temps que les gestions basées sur l'union. En effet, vous devez vous demander à l'application de répondre à des requêtes fausses et vous devez aussi le faire pour chaque caractère. Donc, on commence généralement par le premier caractère et puis on parcourt tous les caractères alphanumériques jusqu'à avoir une réponse vraie. Donc, une fois qu'on a une réponse vraie, cela signifie qu'on a découvert le premier caractère. Dans notre cas, c'est E. Donc, ensuite, on peut passer au caractère suivant et recommencer le processus. Cela peut nécessiter des milliers de requêtes. Et NB, l'ingestion SQL, c'est l'une des attaques les plus chronophages. Donc, bien entendu, on peut le faire manuellement, mais il est préférable beaucoup plus d'automatiser la tâche. Donc, nous, dans la vidéo, nous allons utiliser Burp Suite, Burp Trader pour pouvoir faire ça. Et après également, nous allons écrire un script Python qui va réaliser cette automatisation. Bien que, bon, pour certains, cela puisse sembler complexe, ce n'est pas le cas. Écrire le script en Python ne va pas vraiment prendre plus de 10 à 15 minutes. Maintenant, ensuite, la chaîne, lorsqu'on va utiliser du Python par exemple, ça va me prendre moins d'une minute pour pouvoir vraiment retrouver l'intégralité du mot de passe haché. Donc, en gros, c'est comme ça que fonctionnent les injections SQL à valeur booléenne. Donc, nous allons passer à l'injection SQL aveugle qui se base sur le temps. L'injection SQL basée sur le temps est une technique d'injection SQL aveugle qui repose sur la mise en pause de la base de données pendant une durée spécifique. Ensuite, cela renvoie à des résultats qui indiquent une exécution réussie de la requête SQL. Tout comme pour l'injection SQL basée sur des valeurs booléennes, ce que nous faisons ici pour l'injection SQL basée sur le temps, c'est d'injecter un payload dans un paramètre vulnérable. Cette charge utile provoquera une pause dans l'application, ce qui affecte par exemple le temps de réponse. Donc dans la requête SQL, on peut utiliser la commande pgsleep pour définir une certaine durée de pause. Par exemple, si on utilise pgsleep dist, cela signifie que je demande à l'application de se mettre en pause pendant 10 secondes. Ainsi, le temps de réponse va prendre effectivement 10 secondes. Donc, je saurai que l'application est vulnérable à l'injection SQL. En revanche, si cela ne prend pas 10 secondes, cela signifie que ce n'est pas vulnérable à l'injection SQL. Donc, le principe est similaire à celui de l'injection basée sur les valeurs booléennes pour pouvoir extraire les informations. On demande à l'application de répondre à des questions fausses. Cependant, dans ce cas, l'indication de la véracité de la réponse repose sur le temps de réponse de l'application. Donc, par exemple, je pourrais poser la question suivante.
Si le premier caractère du mot de passe haché de l'utilisateur est A, alors attendez 10 secondes. Donc, si le temps de réponse est effectivement de 10 secondes, cela signifie que le premier caractère est A. Mais si le temps de réponse est inférieur aux 10 secondes, alors le premier caractère n'est pas A. Encore une fois, cela ne peut pas être fait manuellement. Vous devez écrire un script pour pouvoir automatiser ce processus. Parce que une fois vous attendez, vous vérifiez, vous mettez cela fait 10 secondes, franchement, ça va être vraiment compliqué. Donc, on peut utiliser Python pour pouvoir mesurer le temps de la réponse en fonction du temps. On peut également utiliser Pursuit ou des outils qui font le scan des applications web pour pouvoir gérer également cette tâche-là. Bon, nous allons parler de l'injection SQL outbound. L'injection SQL outbound est une vulnérabilité qui consiste à déclencher une connexion réseau outbound vers un système que vous contrôlez. Cette technique est généralement utilisée lorsque vous ne pouvez pas appliquer aucune des autres méthodes d'injection que nous avons appris jusqu'à présent. Elle n'est pas très courante parce qu'elle repose sur l'activation de certaines fonctionnalités de la base de données pour pouvoir établir cette connexion réseau. Donc, pour exploiter cette vulnérabilité, vous devez utiliser différents protocoles, mais les plus couramment utilisés sont le DNS et puis le HTTP. Dans la vidéo à venir, nous allons nous concentrer sur les imports de Portsugar dans la Web Security Academy. Dans cette vidéo, nous allons avoir une expérience pratique en explorant les vidéos et en explorant en explorant les labs, les challenges. Nous allons également utiliser des plateformes comme TryHackMe, comme PicoCTF, comme RootMe, pour pouvoir mener à bien nos attaques. Donc, voilà, on continue. Ici, par exemple, nous pouvons voir dans l'exemple que la vulnérabilité a été exploitée à l'aide de la procédure stockée ISP-CMD shell dans MySQL pour pouvoir effectuer une recherche DNS sur un domaine spécifique. Ce domaine sera généré à l'aide de un outil que j'aime bien qui est Burp Collaborator pour pouvoir, ce qui signifie que vous êtes le propriétaire de ce domaine. Donc, puisqu'il s'agit d'un domaine qu'on contrôle, on peut confirmer s'il y a eu des recherches DNS. Et si tel est le cas, cela signifie que le système est vulnérable à une injection outbound. En revanche, si aucune recherche DNS n'est effectuée, alors il n'est pas vulnérable. Nous verrons comment procéder dans les vidéos dans les labs. Donc, une fois que vous avez confirmé la présence d'une injection outbound, vous pourrez, dans certains cas, filtrer les données des bases de données. Dans d'autres cas, vous pouvez même utiliser des conditions conditionnelles, comme nous avons fait avec l'injection booléenne et temporelle. Par exemple, si vous obtenez une recherche DNS, alors cela indique un scénario valide. Si vous n'obtenez pas de recherche DNS, cela indique un scénario qui n'est pas valide. Très bien. Dans les dernières diapo, nous avons discuté des différents types de vulnérabilités de gestion SQL. Dans cette session, nous allons voir comment est-ce que on peut identifier ces vulnérabilités. Donc, imaginez qu'on vous donne une application, on vous demande de la tester. Comment est-ce que vous pourrez arriver à dire que oui, cette application est vulnérable aux attaques de gestion SQL. Donc, avant d'aborder le sujet, il est important, par exemple, de préciser que la méthodologie utilisée pour pouvoir trouver les vulnérabilités varie d'une personne à une autre et se développe généralement avec l'expérience.
Donc, ce n'est pas que, bon, je vais vous montrer une méthodologie, que vous allez suivre cette méthodologie à la lettre. Au lieu de ça, par exemple, vous pouvez retenir ce qui vous semble utile et puis créer, ajouter votre propre méthodologie au fur et à mesure que vous allez gagner en expérience dans les tests de pénétration des applications web. Pour identifier les vulnérabilités des gestions SQL, bon, moi j'ai décidé de les diviser en deux catégories en fonction de la perspective des tests. Nous avons les tests en boîte noire et les tests en boîte blanche. Bon, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers à ces thèmes, les tests de pénétration d'applications web en boîte noire consistent à donner aux testeurs peu d'informations sur le système. Habituellement, les seules informations accessibles aux pentesters sont l'URL de l'application et la portée de l'engagement. Donc cela revient à imiter un attaquant externe, un hacker malveillant qui tente d'attaquer votre système. L'attaquant ne connaît généralement rien de l'application et il part à partir de l'URL principale. En revanche, dans le cadre des tests de pénétration de l'application web en boîte blanche, le testeur bénéficie d'un accès complet au système, y compris l'accès aux codes sources de l'application. Il existe généralement une troisième catégorie. Bon, on n'a pas inclus ici, c'est beaucoup plus la catégorie des tests de pénétration en boîte grise. Cette approche combine les tests de pénétration en boîte blanche et en boîte noire, où le testeur reçoit des informations limitées et un accès partiel au système. Par exemple, au lieu de lui fournir une URL de l'application, comme on l'aurait fait dans le test de pénétration en boîte noire, le testeur pourrait également recevoir des comptes d'utilisateurs sur l'application. Donc, on va parler de la perspective des tests en boîte noire. Donc, la méthodologie, bon, est la même. Selon moi, si j'aborde par exemple un test sous une boîte noire, la portée serait beaucoup plus limitée qu'une boîte grise. À moins que je ne découvre une vulnérabilité de contournement de l'identification, la méthode demeure toujours la même. Donc, c'est pour ça que les approches sont liées. Pour les tests en boîte noire, bon, en boîte noire, bon, ce qu'il faille faire souvent, c'est de cartographier l'application. Donc, on va cartographier l'application en visitant les URL de l'application, les pages, les fonctions, tout ce que l'application permet de faire. À part ça, nous allons aussi tester l'application. Nous allons soumettre des caractères spécifiques SQL tels que l'apostrophe ou des conditions booléennes telles que OR est égal à 1 ou OR est égal à 1 est égal à 2 et analyser les réponses de l'application. Nous allons également soumettre des payloads pour pouvoir déclencher des délais dans une réponse SQL et rechercher les différences dans le temps nécessaire pour voir la réponse. Donc, nous allons également aussi utiliser des payloads OAT pour pouvoir déclencher une interaction réseau hors-bande dans une requête SQL et surveiller toutes les interactions résultantes. Donc, nous pouvons aussi utiliser des outils automatiques pour pouvoir mener la perspective en boîte noire. Parlons de la perspective en boîte blanche. Ici, on vous donne accès aux codes sources de l'application. Dans le cas, la première étape consisterait à journaliser le serveur web et à journaliser la base de données. La journalisation au niveau du serveur web est utile parce que lorsque je fais du fuzzing sur l'application, elle génère des erreurs. Et pour les différents caractères invalides que j'induis, cela va m'aider à identifier l'existence ou non d'une vulnérabilité et à affiner les charges utiles ou payload par la suite.
Donc, dans le même cas, lorsque j'active la journalisation de la base de données, si je suspecte une vulnérabilité d'injection SQL et quand je soumets un payload dans un paramètre, je peux par exemple vérifier les logs pour pouvoir savoir est-ce que effectivement si ce paramètre est vulnérable à l'injection SQL avant d'examiner le code. Donc, après l'activation de la journalisation, on peut cartographier le code de l'application en visitant les fonctionnalités visibles de l'application, en faisant des recherches avec des expressions régulières sur les instances de code qui communiquent avec la base de données. Donc, il faut aussi réviser le code, analyser le code pour tous les vecteurs d'entrée et puis tester les vulnérabilités SQL, des gestions SQL potentielles. Donc, comment exploiter les vulnérabilités des gestions SQL? Cela va vraiment dépendre de la nature de la vulnérabilité des gestions SQL qu'on essaie d'exploiter. Jusqu'à présent, nous avons discuté de 5 différents types. L'injection basée sur les erreurs, l'injection basée sur les erreurs, l'injection basée sur les unions, l'injection aveugle basée sur les booléens, l'injection aveugle basée sur le temps, et puis l'injection au bond. Dans cette session, nous allons voir comment est-ce que nous pourrons exploiter chacune de ces vulnérabilités. Donc, nous allons commencer par l'injection SQL basée sur les erreurs. Pour rappel, nous avons dit que l'injection SQL basée sur les erreurs est une technique d'injection SQL en bande qui force la base de données à générer une erreur en fournissant ainsi à l'attaquant des informations permettant d'affiner une requête. Donc, une exploitation réussie d'une injection SQL basée sur une erreur repose sur la capacité à mener l'application à générer une erreur. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est de soumettre des caractères spécifiques tels que des guillemets simples, des crochets doubles et de rechercher des erreurs potentielles dans l'application. Donc, différents caractères peuvent entraîner des erreurs. Donc, il est souvent judicieux de brouiller l'application avec des caractères connus pour générer des erreurs. Donc, maintenant, passons à l'injection SQL basée sur l'union. Bon, pour utiliser l'opérateur union, il faut respecter certaines règles de base. Il y en a généralement deux. Le nombre et l'ordre des colonnes doivent être identiques. C'est-à-dire que si nous avons deux tables ou bien nous avons deux bases de données, si l'injection SQL doit être utilisée entre ces deux tables là, le nombre et l'ordre des colonnes doivent être identiques, la même, dans toutes les requêtes impliquées. Pour la deuxième règle, nous ne devons pas effectuer une injection SQL entre deux colonnes, par exemple, qui contiennent des valeurs de type différentes. On ne peut pas, par exemple, faire une injection SQL en utilisant un nombre et dans l'autre colonne, utiliser par exemple un caractère. Non. Donc, lorsque par exemple vous voulez exploiter l'injection SQL, la première étape consiste à déterminer plutôt le nombre de colonnes générées par la requête. Il existe deux méthodes pour pouvoir y parvenir. Ensuite, lorsque vous identifiez le nombre de colonnes générées par la requête, vous devez identifier les types de données en vous concentrant principalement sur les chaînes de caractères car vous souhaitez extraire les éléments comme les noms d'utilisateurs et les mots de passe qui sont généralement enregistrés au format texte. Une fois que vous avez identifié le nombre de colonnes, les types de données, vous pouvez alors utiliser l'opérateur union pour pouvoir extraire les informations de la base de données. Parfois, vous pouvez rencontrer une impasse si vous n'obtenez que des types de données non compatibles, comme des entiers selon le contexte de la gestion SQL.
Il existe deux façons de déterminer le nombre de colonnes dans une attaque union par injection SQL. Ok. La méthode du order by et puis la méthode du union. Donc, pour pouvoir déterminer le nombre de colonnes requises dans une attaque union, excusez-moi, la méthode du order by et puis la méthode du nul. Donc, pour pouvoir déterminer le nombre de colonnes requises dans une attaque union par injection SQL à l'aide de la méthode order by, ce qu'il faut faire, c'est d'injecter progressivement des clauses order by jusqu'à ce que, par exemple, vous rencontrerez une erreur ou un comportement différent dans l'application. Donc, pour procéder, bon, vous entrez la requête et puis vous ajoutez le order by. Vous mettez order by pour commencer par A1 et puis après, vous injectez progressivement en ajoutant par exemple le nombre 1, après ça sera 2 à 3 jusqu'à rencontrer une erreur. Donc si vous rencontrez une erreur à 3, ça veut dire que nous avons deux colonnes dans la requête originale. Donc lorsqu'on utilise les valeurs nulles, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut utiliser les valeurs nulles? Il faut généralement injecter des valeurs nulles. C'est aussi simple que ça. Par exemple, vous pouvez commencer par exemple avec un union select nul. Et puis vous commentez la requête, le reste de la requête. Donc cela va essayer d'unir le résultat d'une requête avec une valeur nulle. Donc il faut souvent surveiller les erreurs. Si l'application renvoie une erreur indiquant que le nombre d'expressions n'est pas égal, cela signifie que on n'a pas le bon nombre de colonnes. Donc, il faut augmenter progressivement le nombre de valeurs nulles. Là maintenant, pour la suite, on peut tester avec union select nul nul, puis avec union select nul nul nul. Donc, on sera également en train d'augmenter jusqu'à ce que on ne reçoit plus d'erreurs et là, on identifie le bon nombre de colonnes. Si par exemple, on obtient une erreur avec 3 valeurs nulles, mais pas avec 2, cela signifie que la requête originale avait 2 colonnes. Donc, cette méthode combinée avec celle de order by nous permet de déterminer efficacement le nombre de colonnes présentes dans la requête SQL. Pour déterminer si une colonne peut contenir des données de type chaîne de caractères lors d'une injection SQL, il faut procéder comme suit. Vous devez injecter des valeurs de chaîne en utilisant par exemple l'injection union select. On peut essayer d'insérer une chaîne de caractères dans la colonne identifiée précédemment. Donc, par exemple, nous avons union select A et après nul. Donc, après cela, on va observer la réponse de l'application. On va vérifier s'il y a des erreurs qui nous indiquent que le type de données n'est pas compatible. Si cela apparaît, cela signifie généralement que la colonne n'accepte pas les chaînes. Donc, il faut répéter cela pour chaque chaîne, changer les valeurs, continuer le processus jusqu'à ce qu'on trouve une colonne qui accepte les chaînes. Donc, il faut également documenter les résultats lorsque une colonne n'accepte pas des chaînes ou une colonne accepte des chaînes. Donc, cette approche nous aide à identifier les colonnes exploitables, mais il est possible que certaines injections SQL soient limitées dans les types de données qu'on peut extraire. Ok. Je pense qu'on a déjà revenu sur les règles. Okay. Exploitation d'une
attaque injection SQL aveugle basée sur les booléens. Donc, ici, la première étape consiste à soumettre une condition booléenne qui est évaluée à faux et puis à noter la réponse obtenue. La prochaine étape après ça est de soumettre une condition booléenne qui est évaluée à vrai. Et encore une fois, il faut noter la réponse. Si les réponses sont différentes ou si vous constatez un contraste entre la réponse fausse et celle à la condition vraie, cela indique que on a réussi à réaliser une injection SQL aveugle basée sur des valeurs booléennes. Donc, pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, comme nous l'avons déjà évoqué, il est nécessaire d'écrire un programme qui utilise des instructions conditionnelles pour poser une série de questions vraies et fausses à la base de données tout en surveillant les réponses. Si la réponse obtenue est identique à celle qu'on a reçue pour la condition évaluée comme vraie, cela signifie que la question posée à l'application est vraie. Inversement, si la réponse est identique à celle obtenue pour la condition fausse, cela signifie que la question posée est fausse. Donc, c'est ainsi qu'on peut extraire des données de la base de données en utilisant l'injection SQL aveugle basée sur les valeurs booléennes. Donc, l'injection SQL aveugle basée sur le temps. Dans ce cas, ce que vous devez faire, c'est soumettre un payload qui provoque une pause dans l'application. Si l'application s'arrête effectivement pendant cette période, cela signifie que l'application est vulnérable à l'injection SQL basée sur le temps. Ensuite, le processus est similaire à celui de l'injection SQL basée sur le booléen. Il faut écrire un programme qui utilise des instructions conditionnelles pour pouvoir poser une série de questions vraies et fausses à la base de données tout en surveillant le temps de réponse. S'il y a un retard dans le temps de réponse, cela signifie que la question posée à l'application est vraie. En revanche, s'il n'y a pas de retard, cela indique que la question est fausse. Donc, vous devez continuer à envoyer certains nombres dans ces requêtes jusqu'à ce que vous parvenez à énumérer ou extraire les données que vous souhaitez récupérer de la base de données. Donc, c'est un peu comme ça que cela fonctionne. Donc, par rapport à l'exploitation de l'injection SQL Outbound, ici on rappelle qu'il s'agit d'une vulnérabilité permettant de déclencher une connexion réseau outbound vers un système qu'on contrôle. Donc, pour l'exploiter, vous devez soumettre des payloads outbound conçus pour provoquer cette interaction réseau lorsqu'elles sont exécutées dans une requête SQL. Puis, il faut surveiller les interactions résultantes. Cette méthode est spécifique à chaque base de données. Ainsi, connaître le type de base de données que vous utilisez sera très utile dans ce scénario. Cela dépend également des fonctionnalités activées dans la base de données. Si vous réussissez à établir cette connexion au réseau, que ce soit par une recherche DNS ou par un autre moyen, cela signifie que l'application est vulnérable aux attaques des gestions SQL outbound. Dans ces deux cas, vous pouvez extraire immédiatement des données de l'application, c'est-à-dire directement renvoyer par celle-ci. Dans d'autres cas, vous devez poser des questions vraies ou fausses, tout comme vous l'auriez fait dans une injection SQL basée sur des valeurs booléennes. Je ne vais pas conclure la session sans aborder les outils d'exploitation automatisée. L'un des outils les plus célèbres et les plus puissants open source, c'est SQLmap. C'est un outil vraiment puissant pour pouvoir identifier les vulnérabilités d'injection SQL. SQLmap est très personnalisable. Vous pouvez sélectionner les paramètres à injecter, ajuster la vigueur des tests et choisir l'angle
de notre approche. Lorsque SQL Map détecte une vulnérabilité d'injection SQL, vous avez parfois la possibilité, si je ne dis pas de bêtises, de demander à SQL Map d'essayer d'obtenir un shell sur le système ou d'extraire les noms d'utilisateurs et les mots de passe de l'application présente sur le système. Donc, c'est un outil essentiel pour identifier les vulnérabilités d'injection SQL. D'autres outils, vous pouvez rencontrer d'autres outils qui vont vraiment vous aider comme Burp Suite ou AppZap. Ce sont des scanners. Donc, ces outils, ce qu'ils font, c'est qu'ils parcourent l'application en recherchant des vulnérabilités. Ils ne se limitent pas uniquement aux vulnérabilités d'injection SQL, mais ils identifient également tous les autres types de vulnérabilités dans une application, en les signalant généralement comme tels. Cependant, bon, ils ne vont pas jusqu'à exploiter ces vulnérabilités pour obtenir un shell ou des informations sensibles. Certains de ces outils sont open source, tandis que bon, d'autres sont payants. Donc, il serait vraiment important de vous pencher sur les limites avant de les utiliser, car ils fonctionnent souvent selon une perspective en bande noire. Il existe aussi d'autres outils qui adoptent une approche de boîte blanche appelée, bon, on les appelle souvent des outils d'analyse statique, contrairement à ceux qu'on a mentionnés comme les outils dynamiques. Donc voilà un aspect important à considérer lorsque vous souhaitez automatiser une partie des tests de votre application web. Maintenant que vous saviez comment est-ce que vous savez ce que c'est qu'une vulnérabilité de la SQL, comment est-ce que vous pouvez la trouver, comment est-ce que vous pourrez l'exploiter, il est essentiel de comprendre comment est-ce que vous pouvez prévenir les vulnérabilités d'injection SQL. Cette connaissance vous sera vraiment utile lorsque vous êtes en train de rédiger des rapports de tests d'intrusion et que vous deviez fournir des recommandations à votre client sur la manière dont il va remédier aux vulnérabilités que vous avez découvertes. Donc, il existe des défenses primaires, des défenses complémentaires qui s'inscrivent dans le concept de défense en profondeur. Nous aborderons chaque type de défense dans les prochaines diapositives. Ces mesures seront généralement également mentionnées dans le manuel des hackers d'applications web. C'est beaucoup plus comme une bible pour ceux qui font le pentest d'applications web. Je vais vous partager le lien pour pouvoir avoir accès à ce document-là. Donc, ces points-là, je les ai soulignés parce que c'est la meilleure façon d'empêcher les vulnérabilités des gestions SQL. Cela se fait en utilisant des instructions préparées, des requêtes préparées ou des requêtes paramétrées au lieu de recourir à la concaténation des chaînes dans une requête. Toutefois, les autres options aussi sont considérées comme des solutions partielles. Mais je ne pense pas qu'elle devrait être utilisée en premier recours. Elle peut être elle peut être contournée ou mise en œuvre de manière incorrecte, ce qui pourrait entraîner des injections SQL à l'avenir. Donc, on va parler de chacune de ces méthodes en commençant par la plus efficace pour se protéger contre les vulnérabilités d'injection SQL. Bien évidemment, nous allons parler de l'utilisation des instructions préparées. Prenons d'abord un exemple. Vous avez un bloc de code où la requête consiste à sélectionner le solde du compte dans la table des utilisateurs en fonction du nom d'utilisateur égal au paramètre de demande. Ici, c'est customer name, get customer name. Donc, cela est fait.
Ce qu'il prend en entrée, c'est l'utilisateur, le nom de l'utilisateur, c'est-à-dire le nom du client. Et il ajoute cela directement à la requête. Ensuite, il définit une structure de cette requête, puis l'exécute. Est-ce que en observant ce code, vous arrivez à repérer le problème? Sinon, c'est assez évident. Le nom du client fourni par l'utilisateur est intégré directement dans l'instruction SQL. Ainsi, tout ce que l'utilisateur entre peut en réalité être interprété comme une partie de la requête. L'utilisation d'une instruction préparée peut empêcher les attaques par injection SQL. Cela fonctionne car la construction de l'instruction se fait en deux étapes. Donc, la première étape consiste à spécifier la structure de la requête en utilisant des espaces réservés pour chaque entrée fournie par l'utilisateur. Ensuite, l'application spécifie le contenu de chaque espace réservé, je pense bien. Dans cette manière, il n'y a vraiment aucun moyen qu'une entrée fournie par l'utilisateur puisse interférer avec la structure de la requête définie lors de la première étape. C'est parce que la structure de la requête est déjà établie et désormais toutes les données des espaces réservés sont interprétées de manière sûre comme des données littérales et non du code SQL. Donc, prenons un exemple de code qui n'est pas vulnérable. Dans ce code, vous pouvez voir que la variable customer name reçoit un nom de client fourni par l'utilisateur. La requête est ensuite définie. Il y a un appel à la méthode d'instruction préparée via une connexion à la base de données. Cette méthode est invoquée pour pouvoir corriger la structure de la requête. Ensuite, la méthode appropriée est utilisée pour pouvoir spécifier la valeur réelle des paramètres. Étant donné que la structure de la requête a déjà été fixée de l'instruction préparée, cette valeur peut contenir n'importe quelle donnée sans affecter la structure de la requête. En effet, elle sera interprétée littéralement comme des données et non une partie de la requête. Ainsi, si l'utilisateur insérait des caractères SQL comme une apostrophe ou des guillemets, ceux-ci ne seraient pas interprétés comme des commandes SQL. L'utilisateur ne peut jamais alors modifier la structure de la requête car celle-ci a déjà été déterminée et fixée. C'est ainsi que vous pouvez éviter les vulnérabilités liées aux exercices SQL. Utiliser des instructions préparées, c'est la meilleure méthode pour pouvoir vraiment prévenir des vulnérabilités de l'exercice SQL. Maintenant, parlons des options partielles ou additionnelles qu'on a mentionnées. L'une d'entre elles est l'utilisation des procédures stockées. Ces dernières sont des ensembles d'instructions recoupées en une unité logique et stockées dans une base de données. Cependant, ce n'est pas toujours une méthode sûre pour pouvoir prévenir les vulnérabilités liées aux injections SQL. En effet, si elles sont mal interprétées, elles peuvent rester vulnérables à des attaques d'injection SQL. Donc, pour pouvoir garantir leur sécurité, elles doivent toujours être appelées de manière paramétrée. Certaines personnes choisissent d'utiliser des procédures stockées ou d'autres options partielles car il existe certains paramètres qui peuvent pas être spécifiés comme des espaces réservés dans les requêtes paramétrées telles que le nom de la table ou le nom de la colonne. Si ces éléments sont contrôlables par l'utilisateur, vous devez recourir à l'une des options partielles pour pouvoir éviter les attaques par injection SQL. L'idéal est que ces paramètres ne soient jamais contrôlables par l'utilisateur. Toutefois, s'ils doivent l'être,
alors l'utilisation de ces données, de ces options plutôt, doit être nécessaire. L'option numéro 2 est la validation des entrées par liste blanche. Cela consiste à définir quelles valeurs sont autorisées tandis que tous les autres sont considérés comme autorisés. Par exemple, si vous spécifiez le nom d'une colonne ou d'une table, la validation d'entrée par liste blanche serait que vous n'acceptez que la valeur des utilisateurs, la valeur utilisateur pour le nom de la table. De cette façon, vous empêchez l'attaquant d'injecter d'autres caractères ou d'autres chaînes qui pourraient potentiellement interférer avec notre requête. La dernière option, l'option numéro 3, consiste à échapper toutes les entrées de l'utilisateur. Il est important de valider ces entrées, mais cette méthode ne doit vraiment être utilisée qu'en dernier recours. Encore une fois, il s'agit d'une option partielle à une méthode qui prévient à coup sur les vulnérabilités d'injection SQL. Donc, une défense supplémentaire. Ici, nous allons vraiment, on va examiner le concept de la défense en profondeur. L'idée est vraiment de rendre la tâche la plus difficile que possible à un attaquant qui souhaite compromettre notre organisation ou notre application. Donc, cela se fait en fournissant une protection supplémentaire au cas où les défenses de première ligne vont échouer. Si, en tant qu'attaquant, je réussis à franchir le premier obstacle que, par exemple, vous avez mis en place sur mon chemin, je devais encore surmonter d'autres obstacles, 2, 3, peu importe le nombre, je devais surmonter d'autres obstacles avant d'atteindre votre application. Donc, dans ce même état d'esprit, si vous utilisez des requêtes paramétrées, il est important d'avoir des défenses en place au cas où vous aurez oublié d'inclure un paramétrage sur une page. Cela garantit que si vous avez une vulnérabilité d'injection SQL, cela peut être exploité. L'attaquant va rencontrer d'autres obstacles qui sont chemin avant d'atteindre son objectif. Donc, on peut également considérer cela par rapport au principe de moins privilège. L'application doit toujours utiliser le niveau le plus bas possible lors de l'accès à la base de données. La raison est beaucoup plus simple. Si une injection SQL existe dans votre application et qu'un attaquant l'exploite pour pouvoir obtenir une exécution de code à distance sur le serveur ou sur la base de données, ou le serveur ou la base de données est installée, il va obtenir en même temps le niveau de privilège que celui avec la base de données fonctionne. Donc, si la base de données s'exécute avec des privilèges élevés, l'attaquant aura tout de suite un accès total. En revanche, si cela s'exécute avec un compte de service dont tous les privilèges ont été supprimés, l'attaquant devra trouver d'autres moyens pour pouvoir augmenter ses privilèges avant de se déplacer latéralement au sein de votre organisation. Donc, nous pouvons aussi désactiver des fonctionnalités inutiles qu'on n'utilise pas. Il est vraiment crucial de supprimer toute fonctionnalité par défaut inutile de la base de données. Cela inclut des fonctions permettant d'exécuter des commandes système à partir de la base de données ou d'établir des connexions réseau comme celles que nous avons abordées dans les gestions SQL Outbound. En supprimant ces fonctionnalités, on réduit les possibilités d'exploitation pour un attaquant. Donc, nous devons aussi nous assurer que les critères de défense CS pour la base de données sont appliqués. Ces critères fournissent des directives sur la configuration sécurisée de la base de données. Ils incluent des recommandations telles que l'utilisation
du niveau de privilège le plus bas possible, la suppression des fonctionnalités par défaut non nécessaires. Donc, il faut également faire des mises à jour de correctifs de sécurité. Il est évident et primordial de faire souvent les mises à jour. Ces mises à jour doivent être appliquées au moment opportun. Si vous êtes informé qu'une version de la base de données que vous utilisez est vulnérable, vous devez automatiquement corriger cette vulnérabilité dès que cela soit possible. Cela va vraiment réduire la fenêtre de temps dont dispose un attaquant pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Donc, c'est un peu ça. Donc, cela conclut notre présentation. Ça, c'est la dernière section. Donc, ici, nous allons discuter des ressources qui ont été utilisées pour la création de cette vidéo. Nous avons la Web Security Academy, Support Sugar, les gestions SQL, le manuel Web Application Hacker Handbook, le chapitre 9, nous avons le WAPS pour les gestions SQL et nous avons également le WASP pour la partie où on va prévenir les insertions SQL, SQL Prevention SIP. Nous avons également Pentester Monkey. Pentester Monkey, on l'a vraiment beaucoup plus inclus parce qu'il répertorie différentes payloads utiles pour les insertions SQL. Nous avons également la formation, j'ai oublié le nom, je vais vraiment revenir sur le nom. C'est une formation qui s'appuie aussi sur la Web Security Academy pour pouvoir exploiter les vulnérabilités d'injection SQL et d'autres types de vulnérabilités. Donc, sans plus tarder, nous avons clôturé cette session. Je vous dis à plus à la prochaine pour les autres sessions où nous allons réellement commencer avec la pratique.